Frédéric Petit-Saint-Jean, donc je suis directeur architecture et data chez Europe Assistance. Europe Assistance, c'est un acteur majeur dans le domaine de l'assistance et de l'assurance qui est présent aujourd'hui sur 28 pays, sur l'ensemble des continents, sur des domaines comme le travel, l'auto et donc l'assistance à la personne. Et Europe Assistance a connu un changement de modèle business au cours des dernières années et est devenu un acteur global. C'est-à-dire que travaillant avant avec des acteurs locaux, aujourd'hui, Europe Assistance travaille avec des acteurs globaux, des digital natives comme Airbnb, Expedia, VRBO. Et donc, pour soutenir cette transformation du modèle business d'Europe Assistance, s'est posé la question il y a 2 ans des transformations, des améliorations à apporter au niveau du SI. Parce que l'IT fait partie du core business d'Europe Assistance. Europe Assistance, c'est des clients qui peuvent être le de B2B ou le C, parce qu'on fait du B2B et du C et du B2C. Donc c'est nos clients, ce sont nos fournisseurs et ce sont les plateaux et l'informatique qui soutient cette activité et qui permet, quand une personne est en difficulté, de pouvoir l'aider avec nos services. Et donc, dans cette démarche-là, on a vite fait un constat, c'est qu'on avait, pour faire une recommandation, pour faire des préconisations en termes d'amélioration, d'optimisation, de définition de schéma directeur, vous devez connaître votre IT, vous devez connaître votre application, vous devez connaître votre landscape. Et il y a 2 ans, le constat, c'est qu'on ne le connaissait pas. On avait des landscapes locaux, des applications qui étaient maintenues, connues, développées par nos équipes locales. En revanche, on n'avait pas une vision réconciliée de tout ce parc applicatif. Et donc, des difficultés à identifier les zones d'optimisation, des programmes à lancer, des rationalisations et de la gestion d'obsolescence. Donc on s'est lancé dans un vaste exercice de landscaping avec nos 21 pays. Donc ça a été un travail titanesque qui a duré pendant plus de 6 mois et qui a été réalisé sur de l'Excellerie, du Word, du PowerPoint. Ah bah oui. Eh oui. Donc avec de l'Excel pour collecter les informations, avec du PowerPoint et puis avec des rapports, des graphes, etc. Avec comme peine, déjà c'est pas très collaboratif. Ensuite, on s'aperçoit pendant le landscaping, on mature, on grandit et puis on s'aperçoit, tiens, on voudrait avoir telle information additionnelle. Alors on modifie les Excel, on les envoie et puis on fait une collecte qui prend des heures au carré. Et puis en termes de restitution, chaque fois qu'on identifie un nouvel axe d'analyse, on est obligé de reconstruire les rapports. Quand bien même on a réussi à faire notre exercice de landscaping et on a, sur cette base-là, on a identifié des programmes de transformation, des axes d'optimisation et de la gestion de rationalisation technologique et de gestion d'obsolescence. Alors l'histoire ne s'arrête pas là, parce que sinon je ne serais pas ici pour vous parler du sujet. Mais l'exercice a été d'une part apprécié par la gouvernance d'Europe Assistance et ensuite a montré toute la valeur de l'exercice. Et on s'est vite posé la question, comment valoriser ce travail, comment capitaliser sur tout ce savoir, parce qu'on avait à l'issue de cet exercice donc la connaissance de notre SI, et comment on pouvait pérenniser cette connaissance pour continuer à suivre les évolutions, les transformations du SI, les projets, le schéma directeur IT, mais de manière quand même plus agile et plus collaborative. Alors, pour ce faire, on a vite fait le constat que Excel, PowerPoint et Word, c'est très agréable, c'est très facile à utiliser. En revanche, ça ne répond pas à l'usage, parce que quand vous avez 21 équipes qui doivent gérer un landscape, c'est compliqué à chaque fois d'organiser des calls, de mettre à jour des Excel, de partager. C'est impossible. L'autre constat, c'est que l'exercice de landscaping a été fait sur un axe purement IT, donc avec couverture fonctionnelle, mais les technologies, etc. Mais
les informations qu'on avait collectées ne permettaient pas d'accompagner toute la gouvernance et tous les sujets de compliance. La GDPR, les aspects légaux, la sécurité, etc. Et donc, c'est là où Mega intervient, c'est-à-dire que très vite, on a identifié le besoin d'avoir un outil, déjà d'industrialiser cette démarche pour pouvoir en faire un référentiel vivant plutôt qu'un fichier sur un répertoire, et de commencer à travailler sur l'apport de valeur de ce proto-référentiel qu'on avait construit pour l'inscrire dans une gouvernance globale, IT. Voilà. Donc le choix de Mega a été fait comme pour s'appuyer sur les capacités de Mega et nous permettre d'implémenter une pratique de gestion de portefeuille applicatif et puis de gestion de risques technologiques. Voilà, alors tout l'intérêt de la démarche, c'est... Alors déjà, on n'est pas parti de rien, ça on avait un acquis, on avait un patrimoine au niveau du landscape, qui était certes Excel, PowerPoint, Word, etc., mais on avait des choses. Mais l'objectif, c'était vraiment de s'appuyer sur les capacités de OPEX, la solution de Mega, et de nous concentrer sur l'apport de valeur. Parce que les démarches de landscaping, d'architecture d'entreprise, c'est souvent des puissants fonds d'information qui sont très utiles pour discuter dans les salons et puis au coin du feu. Mais l'approche qu'on a eue, c'est vraiment de se dire, voilà, tout ce qu'on veut construire doit avoir une valeur. Chaque élément du référentiel, que ça soit le capability map, que ça soit la fiche descriptive applicative, que ça soit le portfolio, doit avoir un owner, quelqu'un qui dit, voilà, moi j'ai besoin de cette information. Sinon, vous vous retrouvez avec un puissant fond d'information qui n'est pas animé, qui n'est pas maintenu, qui ne s'inscrit pas dans un modèle de gouvernance et qui finalement, au bout d'une année, et que vous avez épuisé tout le monde à saisir de l'information, ça finit par rester dans un coin et ça meurt doucement. Donc voilà, donc utiliser un outil pour se concentrer uniquement sur l'apport de valeur et sur l'usage du référentiel. Donc en termes de use case, qu'est-ce qu'on a mis en place? On sait... Alors, le portefeuille applicatif, ça va sans dire. Le capability map, de manière à voir les couvertures fonctionnelles de chacune des applications et voir les complémentarités, les overlaps éventuels. Ça permet également à l'arrivée des nouveaux projets de voir les overlaps avec les solutions existantes. Le référentiel de technologie, de manière à pouvoir valoriser les standards, promouvoir les standards, et puis gérer également l'obsolescence technologique en fonction du cycle des releases. Tout ce qui est data flow et dépendance entre applications, la description des architectures high level des applications, des projets, c'est souvent des fichiers Word qui meurent doucement dans des Teams ou dans des répertoires. Là, l'approche a été de dire, voilà, on a un référentiel qui va contenir les applications, eh bien faisons de ce référentiel un référentiel vivant qui soit utilisé par les applications projet et par les solutions owners de manière à avoir leur cartographie et voir les dépendances et les impacts d'arrivée d'un nouveau projet, d'upgrade, etc. Voilà. Et puis d'avoir des rapports d'analyse, d'avoir la capacité sur ce référentiel, à partir du moment où on a de la donnée fraîche, de la donnée vivante, d'avoir des rapports qui puissent permettre de répondre alors soit à des sujets d'architecture, mais pas seulement, à des choses très pragmatiques. On a des revues de compliance régulières de notre maison mère qui est Generali, en termes de sécurité, en termes de légal, en termes de data privacy. Et l'objectif, c'est que plutôt que à chaque fois qu'on a un audit de compliance, on aille voir l'ensemble, enfin en tout cas c'est moi, donc je passe mon temps à aller voir les équipes pour leur demander l'information. Maintenant, l'objectif c'est que le référentiel fasse foi et quand on nous demande un certain nombre d'éléments, on le tire du référentiel.
Voilà. Alors, l'approche a été une approche pas massive, parce que si vous essayez d'adresser tous les sujets, vous n'en adressez aucun. Donc, commençons progressivement, approche lean. On avait un capital, d'information qui était réel, hein, avec tout l'exercice de landscaping. Donc, on a commencé par mettre en place le portfolio applicatif. Donc, c'est avoir l'ensemble des applications qui soient décrites, organisées par des portefeuilles et qui nous permettent d'avoir la connaissance de notre SI. Alors, l'idée, ça a été d'inscrire ce portefeuille applicatif dans un modèle de gouvernance. Chez Europe Assistance, il y a une instance de gouvernance qui s'appelle la Global Design Authority, qui est une instance qui valide l'ensemble des projets et auquel contribue l'architecture, qui lead cette instance, mais également le légal, la sécurité, l'infrastructure, finance, procurement. On a tous les stakeholders, on a tous les acteurs en fait de l'IT. Et l'idée, ça a été de se dire, plutôt que de se limiter à des informations purement fonctionnelles ou IT, c'est de faire de ce portefeuille applicatif le référentiel pour l'ensemble de la Global Design Authority et finalement faire porter l'ensemble des informations qui sont nécessaires pour la validation des projets, des applications et qui sont utiles en cas d'audit, de les avoir dans la description de l'application. Donc ce portefeuille applicatif regroupe en fait un ensemble d'informations sur les rôles et responsabilités. Alors déjà la description de l'application, les rôles et les responsabilités autour de l'application, et puis tous les éléments de Design Authority concernant la GDPR, la sécurité, le légal. Il est organisé en portefeuille applicatif, donc par pays ou par business line, hein, ça permet d'avoir différents axes d'analyse et également de reporting. Et puis, chaque application donc, est plongée dans une cartographie, pas dans une cartographie, dans une capability map, de manière à avoir la couverture des processus de chacune des applications. Le deuxième use case qu'on a implémenté, c'est la gestion du risque technologique. Hein. À partir du moment où on a les applications, c'est utile de faire le lien avec les technologies, parce que ça permet déjà de voir votre dépendance à tel ou tel éditeur, telle ou telle technologie, de pouvoir gérer l'obsolescence si vous avez les cycles de vie, et puis de rationaliser, hein, et de standardiser, d'identifier les applications délinquantes. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on a mis en place. Alors gérer un parc applicatif, un portfolio applicatif, c'est déjà pas évident. Alors si en plus vous avez à gérer un portefeuille de technologie, vous y passez des zéros au carré, sachant le nombre de releases, les life cycles, etc. Donc le parti ça a été pris de s'appuyer sur OPEX, mais également sur Eracent. Donc on s'appuie sur un dictionnaire de technologie qui permet en fait de bénéficier de la mise à jour des cycles des cycles de release, et donc d'avoir une image, un snapshot de la santé de votre SI en termes de dépendance à une telle ou telle technologie et d'obsolescence. Voilà, alors ça c'était deux. Alors Quick Win, je ne sais pas si c'était Quick, mais en tout cas c'était Win. On a pu donc capitaliser sur ce qu'on avait fait avec l'Excel, l'importer dans OPEX pour avoir notre catalogue applicatif, modulo un certain nombre d'enrichissements de manière à apporter de la valeur à la Global Design Authority, et puis ce Quick Win avec les technologies, le lien technologique, parce que du coup maintenant on a les informations qui nous aident d'une part à piloter à piloter les transformations du SI, les nouveaux projets, à suivre les projets globaux de transformation et alimenter tout ce qui est compliance avec le référentiel. Voilà, alors ça c'est quelques exemples pour illustrer, pour vous montrer que je ne vous raconte pas que des fadaises. Hein. Donc là c'est le portefeuille applicatif dans OPEX. Ah oui, ça c'est intéressant parce qu'en fait, à partir du moment où on a eu un portefeuille applicatif qui était réputé stable et fiable, en fait les équipes se sont très vite appropriées l'outil, et notamment les architectes parce que
plutôt que d'avoir à redessiner leur schéma avec du PowerPoint et à avoir à aller chercher des informations auprès des équipes, finalement on avait un point de vérité unique avec l'ensemble des applications, les dépendances, et donc ils pouvaient les réutiliser. Et donc très vite on a vu apparaître ce type de diagramming qui permet de décrire des landscapes, des cartographies, les dépendances entre applications. Et ça c'est extrêmement précieux. Ah oui, voilà. Donc le référentiel, il n'est pas là uniquement, l'idée c'est pas uniquement de saisir de l'information et d'avoir la fierté d'avoir un référentiel, hein, c'est de fournir des restitutions, et donc il y a un certain nombre de dashboards qui ont été mis en place, d'abord sur la base de l'assessment qui avait été fait dans l'exercice de landscape qu'on a réimporté et qu'on fait vivre maintenant dans OPEX, et puis un certain nombre de rapports sur les life cycles, sur les cycles de vie des projets, et puis sur les couvertures fonctionnelles au niveau de notre landscape. Voilà, on a aussi des reportings sur la complétude du référentiel, parce que ce qui est important de mentionner, c'est que ce qui fait aujourd'hui la réussite du projet, c'est d'une part de ne pas être parti de la feuille blanche. Partir de la feuille blanche, c'est compliqué, parce que la solution vous apporte pas, l'outil vous apporte pas la solution. Attendez pas d'OPEX qui vous fournisse la cartographie et le référentiel. Vous pouvez attendre. Donc, il vous apporte un cadre. Donc, commencer avec un landscape qui existe, avec des données qui existent, c'est bien. Mesurer ensuite la santé du référentiel et la complétude, c'est mieux. Et aujourd'hui, on a mis en place des KPI au niveau du référentiel sur chacun des portfolios, tous les mois, dans le dashboard de gouvernance IT qui est publié par chacun des pays. Il y a l'ensemble des KPI qui sont issus du référentiel, et notamment le taux de complétude. Et les CIO ont pour objectif d'atteindre. Alors on a démarré le projet en début d'année, en janvier. Enfin, on a ouvert le service en janvier avec un pilote qui a duré jusqu'en février, c'est ça? Voilà. Et on a ouvert à tous les pays en février. Et ils ont pour objectif d'avoir un taux de complétude de 100% à horizon de juin. Et là, tous les mois, Racha qui est là, donc publie les résultats du mois, et il y a un follow-up qui se fait avec l'ensemble des CIO pour les motiver à atteindre leurs objectifs. Approchez le micro. Ah oui, il faut que j'approche mon micro, oui. Voilà, donc ça c'est la même chose au niveau du catalogue de technologies. Donc ça c'est quelque chose qui est en cours et qui va nous permettre d'avoir du reporting au niveau obsolescence. Et puis je faisais mention de la Design Authority. La Design Authority, donc c'est une instance qui définit les standards et qui les promeut. Et donc on va s'appuyer sur Mega pour communiquer autour des standards et piloter les standards, leur adoption. Alors où est-ce qu'on en est dans la pratique? Donc tout ce qui est baseline, on a l'outil, il est configuré pour répondre à nos besoins. Application landscape, on peut dire que c'est ongoing parce que là, en fait, on est en amélioration, on est en data quality check sur le référentiel. La partie IT Policies, Regulatory et Compliance, c'est implémenté et c'est utilisé aujourd'hui par la Global Design Authority, et donc avec l'aide du DPO, du CISO. Les programmes globaux l'utilisent pour la description, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre de programmes globaux qui sont soit démarrés, soit qui vont démarrer. Et en fait, toute l'étude d'opportunité, la description, les spécifications fonctionnelles s'appuient sur le capability map et sur les éléments du référentiel. Au niveau des technologies et standards, j'ai marqué ongoing parce que y a un travail de sanity check à faire sur le référentiel pour avoir vraiment un état de santé qui soit fiable. Et on a les premiers éléments de dépendance de cartographie, de data flow.
Alors, les key takeaways que je peux vous partager après plus de 6 mois de projet, c'est que la première chose, hein, c'est que OPEX n'apporte que des capacités. Hein. Il ne vous apportera pas le contenu, il ne vous apportera pas le modèle de gouvernance, il ne vous apportera pas la structure de données. Hein, voilà, c'est l'outil. Donc, il y a quand même un certain nombre de prérequis à mettre en place et de réflexion à avoir en amont de la mise en place d'une solution. Alors c'est une évidence, mais au moins comme ça, elle est énoncée. Deuxième chose importante, c'est d'avoir des sponsors. Si vous n'avez pas de sponsor, vous n'y arriverez pas. Si vous n'avez pas un sponsor au plus haut niveau, vous pourrez battre le rappel, tout le monde vous écoutera, personne ne l'utilisera. Et des stakeholders. C'est important également d'avoir des stakeholders, des parties prenantes dans le référentiel. Ça ne doit pas être un sujet uniquement IT. Ce n'est pas IT pour IT, ça doit être un référentiel d'entreprise, c'est-à-dire que ça doit être un point de vérité unique et un point focal d'un modèle de gouvernance dans lequel doivent être associés la sécurité, la DPO, le légal, etc. Donc plus on a de stakeholders, plus de parties prenantes, plus on a d'utilisateurs et plus on apporte de la valeur dans l'usage du référentiel. Je parle de valeur, ouais, c'est vraiment ma recommandation, c'est le référentiel d'entreprise. Ça ne doit pas être un sujet IT, hein, et c'est pas fait pour faire plaisir aux IT. Donc chaque chose, chaque élément, chaque champ, chaque donnée que vous gérez dans un référentiel d'entreprise, il faut que ça apporte de la valeur. Et chaque fois qu'on a travaillé avec les parties prenantes, avec nos utilisateurs, à chaque fois, on s'est posé la question, est-ce que cette information apporte de la valeur ou pas? Et si elle apporte de la valeur, en quoi elle apporte de la valeur dans notre activité, dans le modèle de gouvernance, dans le modèle de compliance? Si vous demandez une information qui n'est pas utile, eh ben, elle n'a pas d'utilité. Change management, extrêmement important. C'est vraiment la clé du succès, c'est d'impliquer les personnes. Impliquer alors les stakeholders dans la définition des modèles de données, des structures, des informations que vous voulez faire porter par les applications, mais aussi vos utilisateurs. Plus vous les impliquez, plus vous faciliterez l'adoption. Et au cours de toute cette période de définition, de collecte de données, de définition du paramétrage de l'outil, on a eu de cesse d'impliquer nos utilisateurs dans la définition, les tests. C'est même eux qui ont choisi l'outil. Monitor. Ouais, monitor, c'est important parce que saisir de l'information, faut piloter, hein, faut piloter la complétude, etc. Et c'est pour ça qu'on a mis des KPI ensemble. Et puis la dernière chose, c'est que un projet de cette nature, ça doit servir l'architecture, ça doit servir la compliance, mais on oublie souvent que c'est un projet de données, en fait, un EMS, parce qu'en fait, on ne fait que gérer de la donnée. Ça veut dire qu'on peut s'inspirer des modèles de gouvernance des projets data pour mettre en place le AMS. Modèle de gouvernance, parce que ça veut dire qu'on a un modèle de données d'entreprise, hein, le métamodèle, hein, comme disent les gens savants. On a un modèle, un modèle d'entreprise, on doit avoir un modèle de gouvernance, on doit avoir de la data quality, hein, sur le MS. Donc on peut s'inspirer de toutes les pratiques des projets data pour faciliter et pour accroître la qualité d'un référentiel. Et voilà, je crois que j'ai fini. Et voilà, et je vous dis merci. Ok, ben merci beaucoup, je pense qu'on peut l'applaudir. Merci Frédéric.